Bonjour chers amis et bienvenue pour ce nouvel épisode de Missing 411 Cryptid, épisode 2. Donc, merci de revenir pour ce deuxième volet de notre série dédiée aux cryptides, où l'exploration des mystères insolubles prend tout son sens collectif. Comme toujours, l'objectif reste clair, mêler curiosité, échange, rigueur et ouverture d'esprit en menant, épisode après épisode, une enquête partagée dont vous êtes le moteur. Parce que naturellement, nos échanges sont extrêmement vifs et également très intéressants. Après avoir abordé le Dogman dans l'épisode 1, c'est aujourd'hui au tour d'un autre mythe spectaculaire de prendre la lumière, le Mothman. Cette créature ailée, tantôt présentée comme messagère de malheur, tantôt comme simple écho de nos peurs ancestrales, qui défraie la chronique depuis ses premières apparitions dans les années 60 à Point Pleasant, dans la Virginie occidentale. Mais qu'est-ce que réellement le Mothman? Est-ce un véritable être volant non identifié? Une mutation animale? Ou un gigantesque mirage collectif? Ou serait-ce simplement une créature spirituelle ou surnaturelle? Donc, comme promis, nous allons nous allons essayer de démêler l'histoire, ses racines dans le folklore rural, ses connexions possibles avec d'anciennes légendes du monde entier, mais également regarder les aspects, on va dire, spirituels ou les aspects ésotériques qui se cachent autour de cette entité, mais aussi l'analyse de ces témoignages modernes, souvent chargés de frissons et de controverses. Quels sont les faits? À quoi faut-il croire? Jusqu'où le rationnel doit-il donner la main à l'inexpliqué? Et ensemble, nous passerons au crible récits, preuves matérielles, témoignages et bien sûr, les possibles canulars potentiels. Il ne faut pas, éviter d'aborder le sujet d'une possible affabulation. Mais toutefois, nous garderons toujours nos bonnes habitudes avec un préambule qui sera, disposé en différentes parties. Une partie 1 avec la revue des commentaires de l'épisode Missing 411 Sasquatch, épisode 15. Partie 2, nous regarderons différents aspects de la légende du Mothman avec plusieurs chapitres, donc notamment les origines, racines et histoire du Mothman, le Mothman dans les civilisations anciennes, chapitre 3, quel lien ou différence entre le Mothman et la représentation ésotérique, démoniaque ou satanique autour du Mothman, et chapitre 4, quelles sont les preuves matérielles accumulées concernant le Mothman comparativement aux autres cryptides, le même travail qu'on avait fait un petit peu avec le Dogman, et quelle est la situation d'une Mothman moderne, quelle est la situation aujourd'hui, y a-t-il encore des apparitions, des témoignages autour de ce phénomène. Et puis nous aurons naturellement une conclusion du préambule, puis nous attaquerons les cas du jour qui seront naturellement des cas liés au Mothman. Okay. Comme vous le savez, ici sur cette chaîne, la parole vous est donnée à travers les commentaires, les échanges que nous avons, et nous utilisons largement cette chaîne comme un outil principalement de partage, plus que de monétisation, parce que je ne monétise pas YouTube. Donc approfondissons ce dossier ensemble et nous déciderons naturellement ensemble si ce cryptide nous semble réel. Proposez vos cas, vos sources, vos analyses, vos doutes. L'objectif ne sera jamais d'imposer une vérité, mais de nous questionner collectivement si nous estimons que ce cryptide pourrait être une véritable possibilité réelle ou une pure invention. Alors, chers amis, préparez-vous à arpenter les forêts obscures et les légendes oubliées. Suivez-moi et entrons sans crainte, mais avec discernement, dans la traque des cryptides entre mythes, enquêtes et possibles réalités. Générique.
Bon, chers amis, désolé pour la voix, mais je suis un petit peu malade ces derniers jours. Ça, j'ai pris beaucoup de temps à faire le montage de cet épisode, mais nous allons maintenant continuer avec la revue des commentaires. Préambule première partie, revue des commentaires de l'épisode 15, Missing 411 Sasquatch. Alors, nous allons commencer avec Sabrina Dean 76-69. Bonjour, je ne sais pas trop pourquoi, mais cette histoire du col Dyatlov me fait un peu penser à l'expérience de Philadelphie, version soft, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Merci pour vos recherches et de tout cœur avec vous dans vos recherches pour votre futur emploi qui va vite arriver, j'en suis sûr. Alors merci beaucoup pour les encouragements, pour trouver un nouveau job. C'est pas facile, mais on se bat. Il y a quelques mouvements, mais ça prend un petit peu de temps. Alors, premièrement, bonjour Sabrina, j'aurais dû commencer par ça. En fait, je n'y avais pas pensé en réalité, mais votre réflexion est intéressante. En fait, les deux phénomènes comportent des aspects similaires, notamment, on peut mentionner en premier le mystère environnant. Les deux phénomènes sont très mystérieux et cachés, et beaucoup d'observateurs et d'analystes des deux phénomènes confirment que les gouvernements respectifs américains et russes ne disent pas tout sur ces deux événements. Le contexte militaire, les deux phénomènes seraient, d'après certaines personnes, liés à des expériences militaires qui auraient dans les deux cas mal tourné. Troisièmement, le paranormal. Les deux événements sont souvent associés à des aspects paranormaux entourant l'invisibilité, la téléportation, les blessures internes sans marque externe, les mutilations et dislocations inexplicables. Il y a aussi la couverture et le secret. Ces deux phénomènes ont amené leur lot de contradictions dans les rapports officiels et le voile du secret s'est également abattu sur ces deux événements. Aujourd'hui, l'expérience Philadelphie, si vous faites des recherches, dans la majorité des cas, on vous dira que ça n'a jamais eu lieu, que les résultats sont inconnus ou que c'est top secret. Donc dans un des trois cas, vous n'obtiendrez absolument que très très peu d'informations. Maintenant passons à Jean-Luc Delorme 6482. Bonjour, j'ai hâte, je suis devenu accro et j'attends chaque vidéo avec impatience. Merci pour le travail fourni et vos réponses. Alors, merci Jean-Luc, tout le plaisir vraiment est pour moi, cher ami. De plus, vos commentaires sont tous et toutes fort intéressants. Cela me touche beaucoup de recevoir une telle réception de la vidéo. Et le but, c'est de partager. Donc, naturellement, quand vous faites des commentaires comme ça, moi, ça me touche directement. Donc, merci beaucoup. Maintenant, Thierry Carton 8151. Bonsoir Luc, une fois de plus. Merci pour tes recherches. L'apparition de cryptide n'est-elle pas une association de phénomènes à la fois liés à notre peur archaïque et à un phénomène naturel de tension électrostatique sur un sol riche en minerais de fer, le tout créant une vision réaliste de phénomènes cryptides provenant d'une situation atmosphérique particulière qui provoque l'ouverture d'une fenêtre sur une autre dimension. Merci encore pour le bien intelligent de tes recherches. Le Belge. Alors, bonjour Thierry le Belge, et vous êtes toujours le bienvenu avec vos commentaires, toujours très intéressants. Alors, j'ai vu ce commentaire uniquement hier, donc j'ai répondu hier rapidement sur YouTube, mais alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais encore une fois, je vais faire une réponse, mais c'est encore une fois très spéculatif, mais je vais essayer de rester autant que possible arc-bouté sur la science en fait. Alors il est vrai que de manière naturelle, le fer est un conducteur électrique qui n'est pas très efficace en réalité, car il chauffe. Contrairement à l'or ou à l'argent, l'or a une valeur uniquement pour la conductivité de l'électricité, car il ne chauffe pas. C'est le seul intérêt de l'or. Ce n'est pas un bijou, c'est un élément qui est conductible de l'électricité sans déperdition d'énergie. Donc d'une part, vous ne perdez pas d'énergie et il ne chauffe pas. Et donc, effectivement, comme je le disais, le fer est un conducteur électrique, pas très efficace, et un sol riche en fer peut, dans certains cas, générer de l'électromagnétisme, mais avec certaines conditions spécifiques. Premièrement, il faut qu'il y ait une présence d'eau, car la présence d'eau est nécessaire, car l'humidité contiendrait des ions qui, cumulés avec un sol ferrugineux, donc riche en fer, pourraient agir comme un milieu électrolyte. Électrolyte, ça veut dire c'est une réaction chimique pouvant générer des courants électriques. Okay. S'il y a courant électrique, il y a électromagnétisme.
Okay, donc une telle configuration pourrait faciliter le mouvement des ions nécessaires à la conduction électrique, ainsi qu'une certaine température, pour faciliter la mobilité ionique, parce que les ions ont besoin d'une température relativement élevée pour pouvoir avoir une forme de mobilité. Pour autant, cela ne serait pas suffisant pour générer un électromagnétisme assez puissant pour créer un effet de bord et ainsi créer un portail interdimensionnel. Ça, moi, je n'y crois pas. En fait, pour moi, créer un portail interdimensionnel fait intervenir une dépense d'énergie qui est absolument faramineuse. On ne se rend pas compte, hein, mais c'est absolument fou. L'énergie qu'il faudrait pour ouvrir un trou noir spécifique qui permettrait de faire passer des gens, de façon naturelle, moi je n'y crois pas parce que c'est trop complexe. Maintenant, LAD 1392. Merci, tu régales frérot, bon boulot, vraiment je ne comprends pas que tu n'aies pas plus d'abonnés, alors que beaucoup trop regardent des chaînes de pas très bonne qualité, vraiment mal faites et pleines de mensonges. Alors, merci beaucoup mon frère, et mes frères et sœurs de la chaîne, merci beaucoup, hein, à chaque fois que vous faites des commentaires comme cela, j'apprécie énormément. Mais pour LAD 1392, j'apprécie vraiment votre commentaire et bien sûr, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais pour être sincère avec vous, je n'ai jamais imaginé faire beaucoup de vues sur YouTube. Je sais les contenus qui font des vues, mais ce n'est pas mon type de contenu. Les contenus qui font des vues, c'est du sensationnalisme et ce genre de choses. YouTube ne mettra jamais en avant des chaînes comme la mienne. Surtout des chaînes avec des contenus où on met en avant le vivre ensemble, l'idée de partage et des réunions de réunions d'idées sur des sujets précis. Non, YouTube n'aime pas ça. Parce qu'il y a des algorithmes qui n'aiment pas ce genre de choses. Donc voilà. Mais en tout cas, j'apprécie énormément le commentaire et ça me fait vraiment plaisir. Elisabeth Possiello 1533, les croyances des peuples traditionnels traduisent une sagesse qui a été méprisée par les temps modernes, j'imagine. Quel dommage et quelle bêtise. Totalement, les traditions, les peuples anciens avaient des connaissances très poussées spirituellement parlant et de grandes connaissances ésotériques. Ils savaient reconnaître les signes de la nature. Pour moi, en fait, dans ce monde, tout est spirituel. Il n'y a rien qui soit le fruit du hasard. Okay. Donc vous voyez, quand il y a des signes dans la nature qui existent et les anciens savaient lire et comprendre ces signes. Maintenant, la corruption de l'homme par l'argent a généré une absence de compréhension, d'absence d'envie d'accentuer ses connaissances du passé. Et nos soi-disant leaders et génies dans notre monde nous ont coupé de ces connaissances, en nous montrant une voie qui n'est pas celle qui nous était prédestinée. Voilà le problème, d'après moi. Alors, Bobino34IFY, le monstre de Montauk a été débunké il y a quelques temps. C'est un pauvre raton laveur en décomposition dont il a tellement séjourné longtemps dans l'eau qu'il en a perdu tous ses poils. Merci et continue ton excellent travail, c'est super. Bonjour à vous, cher Michel. En effet, j'ai entendu parler de plusieurs rumeurs. Moi, je ne suis pas au courant de quelles études ont été faites sur le monstre de Montauk. Mais le monstre de Montauk semble avoir un bec et non pas une truffe comme un raton laveur. Je sais bien parce qu'on a beaucoup de ratons laveurs ici au Canada. Mais en fait, en tout cas, il y a quand même plusieurs rumeurs des monstres de Montauk. Il y en aurait eu plusieurs qui auraient été retrouvés. Seulement, moi, j'avais entendu qu'il y en avait plusieurs qui avaient été retrouvés, donc. Et donc, en tout cas, tout cela est étrange. Un raton laveur peut perdre tous ses poils en étant immergé dans l'eau. Ça, je ne sais pas. Mais tout est possible. Je ne pourrais pas en dire plus que ça. En tout cas, j'avais juste partagé l'idée parce que effectivement, on parlait de ce centre sur l'île Plum qui aurait soi-disant une tentative de faire un peu du Dr Moreau en fait. Donc c'est pour ça que j'avais partagé l'image. Donc voilà, nous allons continuer avec le préambule, deuxième partie, avec l'analyse cryptide Mothman. Ok, donc maintenant, chers amis, nous attaquons le préambule, deuxième partie, donc l'analyse du cryptide que l'on appelle le Mothman. Okay. Donc, le Mothman est une créature humanoïde ailée, célèbre dans le folklore américain, qui aurait été aperçue pour la première fois en novembre 1966 dans la région de Point Pleasant, en Virginie occidentale. Bien que son nom évoque un papillon de nuit, parce que le moth, c'est papillon de nuit en fait,
Parce qu'il y a butterfly. Butterfly, c'est les papillons classiques, mais en anglais, on dit moth pour les papillons qui ont de la fourrure, qui sont relativement gros. Donc il est décrit comme un grand être bipède muni d'ailes imposantes et de yeux rouges luminescents, provoquant souvent un sentiment de peur chez les témoins, naturellement. Les apparitions de cette mystérieuse entité ont coïncidé avec plusieurs événements tragiques, notamment l'effondrement du pont Silver Bridge en 1967, ce qui a renforcé l'aura paranormale et prophétique entourant le Mothman, comme quoi il serait un être qui annoncerait de grands cataclysmes. Okay. Donc cela a été popularisé dans les années 70 par le livre The Mothman Prophecies de John Keel, qui suggérait une connexion entre ces apparitions et des phénomènes paranormaux. Le Mothman est depuis devenu un symbole culturel majeur, célébré dans des festivals et musées à Point Pleasant. Les hypothèses scientifiques suggèrent parfois que les témoins auraient pu confondre cette créature avec des oiseaux de grande taille, comme la grue du Canada ou le harfang des neiges, mais aucune preuve matérielle indiscutable n'a jamais été trouvée, ce qui maintient le Mothman dans le domaine fascinant du mythe, de la cryptozoologie et du paranormal. Donc maintenant, chers amis, nous attaquons le chapitre 1 de notre deuxième partie du préambule. Donc, origine, racines et histoire du Mothman. Alors, l'homme papillon ou Mothman, appelé aussi homme phalène, donc Mothman en anglais, est une figure légendaire de la cryptozoologie américaine, comme je le disais dans l'introduction. Son histoire débute à Point Pleasant, une petite ville de Virginie occidentale, aux États-Unis, à la fin de l'année 1966. Alors, quels sont les premiers témoignages ? La légende démarre la nuit du 15 novembre 1966, lorsque deux jeunes couples affirment avoir été poursuivis près d'une ancienne base militaire appelée le dépôt TNT, par une étrange créature humanoïde dotée d'immenses ailes et de yeux rouges luminescents. Pris de panique, ils alertent la police locale, qui prend leur témoignage au sérieux. Rapidement, plusieurs autres habitants signalent l'avoir vu aux alentours de Point Pleasant. La presse locale relaye l'affaire et, s'inspirant de l'engouement autour des comics et de la série Batman de l'époque, baptise la créature Mothman, d'après Moth, le papillon de nuit en anglais. Dans les mois suivants, plus d'une centaine de personnes rapportent avoir aperçu la créature entre novembre 1966 et décembre 1967. Beaucoup décrivent un être faisant entre 1m80 et 2m10, capable de voler à grande vitesse sans battre des ailes, et toujours accompagné d'une sensation de terreur ou d'un sentiment de catastrophe imminente. Maintenant, un funeste présage, l'effondrement du Silver Bridge. Le 15 décembre 1967, la tragédie frappe Point Pleasant. Le Silver Bridge, important pont reliant la ville de l'Ohio, s'effondre subitement, provoquant la mort de 46 personnes. Après ce drame, quasiment aucune apparition n'est signalée. Beaucoup d'habitants associent alors le Mothman à un présage funeste, l'ayant perçu comme un messager annonciateur de catastrophe. Maintenant, de la légende urbaine au phénomène mondial. Dans les années 1970, l'ufologue John Keel consacre un livre à l'affaire, The Mothman Prophecies, donc les prophéties du Mothman, qui popularise l'idée que le Mothman serait une créature venue d'un autre monde, destinée à avertir les humains d'événements dramatiques par ses apparitions. Donc encore une fois, venu d'un autre monde, on fait toujours référence au passage interdimensionnel ou aux multiples dimensions qui pourraient exister, dont cette entité pourrait venir. Donc on voit la trame, on va dire, spirituelle qui apparaît ici en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que le phénomène Missing 411 et son analyse spirituelle est vraiment prépondérante dans cette approche. En fait, on ne peut échapper à tous ces cryptides, on ne peut échapper à une logique d'analyse spirituelle. C'est impossible. Le mythe du Mothman, donc, prend une dimension internationale grâce à ce livre. D'autres auteurs rapprochent Mothman des oiseaux tonnerres amérindiens, du Garuda asiatique ou d'entités ailées similaires racontées autour du monde. Donc on verra ça dans la partie, dans le chapitre 2.
Plusieurs témoignages similaires émergent alors dans d'autres pays. Chine, Russie, Chili, Géorgie. Donc on voit bien des pays qui sont extrêmement distants les uns des autres. La Chine, le Chili, c'est vraiment deux continents qui sont extrêmement espacés en passant par l'Afrique. Et donc la Russie, la Russie est proche de la Chine, mais la Géorgie, la Géorgie et le Chili, ça n'a strictement rien à voir. Et souvent, on perçoit l'apparition de cette créature en amont de catastrophes majeures qui se passeraient dans ces pays-là. Alors, chers amis, attaquons le chapitre numéro 2. Le Mothman dans les civilisations anciennes et Premières Nations. Alors, il existe des parallèles entre le Mothman et les civilisations anciennes, incluant naturellement les Premières Nations et les Indiens des Amériques de manière générale, donc Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et on va naturellement étendre le sujet à d'autres parallèles. Donc, le Mothman, bien que popularisé au XXe siècle aux États-Unis, cela s'inscrit dans un contexte plus large de mythologie ancienne et de folklore autour du monde, où des entités ailées, aux yeux lumineux et au rôle d'augure, apparaissent à maintes reprises. Plusieurs perspectives éclairent cet enracinement historique et culturel. Donc, mythologie des Premières Nations et du continent américain. Dans la tradition des Premières Nations d'Amérique du Nord, surtout chez les peuples autochtones des plaines et de la région des Grands Lacs, l'entité mythique majeure la plus proche du Mothman est le Thunderbird. Le Thunderbird, ça signifie l'oiseau tonnerre. Ce gigantesque oiseau spirituel est décrit comme un protecteur capable de contrôler le tonnerre, la pluie et la foudre, imposant respect et crainte. Il est souvent considéré comme un messager, un porteur d'avertissement lié aux catastrophes ou aux bouleversements dans le monde naturel. Chez de nombreux peuples autochtones nord-américains, notamment les nations algonquines, Yakota, Sioux et les Cris, l'archétype du Thunderbird occupe une place centrale. Cet être surnaturel, gigantesque et doté d'ailes puissantes symbolise la pluie, la force, le tonnerre et la capacité de métamorphose. Certains chercheurs suggèrent que le Mothman pourrait s'inscrire dans la continuité de ce mythe, notamment par la dimension d'avertissement et de présage catastrophique, ainsi que par l'impressionnante humanité de la créature, parce qu'elle est décrite comme étant bipède, parfois mi-oiseau, mi-humain, dotée d'une grande intelligence et souvent vue comme protectrice ou vengeresse. Le Thunderbird est réputé protégé contre des entités maléfiques, comme le grand serpent cornu, et serait capable de changer d'apparence, tout comme le Mothman est fréquemment perçu sous des formes variées selon les témoins. Dans certaines légendes, le Thunderbird se dresse contre des forces maléfiques, donc comme je le disais, le serpent à tête cornue. Donc c'est un concept qui pourrait analogiquement s'appliquer à la perception ambivalente du Mothman comme à la fois protecteur et annonciateur de désastres. Maintenant, les références en Amérique du Sud. Bien que moins documentées, il existe en Amérique latine des récits de créatures ailées mystérieuses associées aux mythes locaux ou aux esprits des forêts et montagnes, parfois décrits comme ayant des yeux lumineux et des formes oscillant entre animal et humain, par exemple dans les Andes, donc au Pérou ou par exemple au Chili. Le mythe du Pichtaco illustre une figure cauchemardesque mais à vocation très différente, tandis que la présence d'êtres surnaturels ailés est un thème courant dans plusieurs cultures indigènes. En Amérique du Sud, la vaste forêt amazonienne et les hauts plateaux andins ont engendré des esprits gardiens et des créatures hybrides parfois ailées, dont certaines ressemblent aux Mothman dans leur pouvoir de confusion et de punition surnaturelle. Au Brésil, en Amazonie, le Curupira, gardien des forêts contre les peuples Tupis-Guarani, le Curupira est une entité espiègle, parfois cruelle, ambiguë quant à son apparence, parfois humanoïde, parfois bestiale. Son trait distinctif est de posséder les pieds à l'envers, créant la confusion chez les humains et punissant quiconque menace la forêt. Selon des récits anciens, le Curupira pourrait s'acharner sur les humains brutalement, et la peur qu'il inspire lui confère un rôle voisin du Mothman envoyé avertir ou punir les imprudents. Le Quetzalcoatl, au Mexique, Mésoamérique,
Donc, serpent à plumes, divinité ailée, vénérée par les Aztèques, qui connaît des variantes dans tout le monde mésoaméricain. Il n'a pas l'apparence exacte du Mothman, mais partage la dimension de messager, de créature intermédiaire entre les mondes, apte à bouleverser l'ordre établi lors de grands changements. Il y a aussi des oiseaux et hommes-oiseaux andins. Dans les Andes, on retrouve des mythes liés aux grands oiseaux, associés tantôt à des entités chamaniques, tantôt à des âmes humaines ayant acquis des attributs surnaturels. Elles apparaissent au crépuscule lors de transitions ou de catastrophes naturelles, un schéma encore familier dans les récits du Mothman. Maintenant, quels sont les parallèles avec d'autres civilisations anciennes? Au-delà des Amériques, des civilisations comme les Sumériens, les Égyptiens ou encore des cultures celtiques ont documenté des créatures ailées ou hybrides humains-animaux, comme le Garuda dans la tradition hindouiste ou bouddhiste, grand oiseau divin symbolisant la puissance et la vigilance. Les divinités égyptiennes, telles que Horus, représentées à tête de faucon, liées aussi à la royauté et aux forces cosmiques. Les banshees celtiques, spirituels et annonciateurs de mort, évoqués en lien avec des yeux rouges, rappelant la description du Mothman dans le folklore écossais et irlandais. Ces récits que des immigrés écossais et irlandais ont pu apporter dans les Appalaches pourraient avoir coloré et enrichi la légende du Mothman en Virginie occidentale, mêlant passé autochtone et influence européenne. Synthèse et perspective. Le Mothman peut être vu comme un archétype mythologique universel d'entité ailée, porteuse d'un message ou d'un avertissement lié à de graves événements. Son apparition moderne réactualise ces symboles anciens, cristallisant peur, croyances et interprétations culturelles autour de phénomènes inexpliqués. La dimension spirituelle, la symbolique du changement ou de l'avertissement, la peur mêlée à l'admiration et l'attribution d'une capacité à interagir avec le monde visible et invisible sont autant de points communs dans les récits du Mothman, du Thunderbird et des créatures ailées antiques. Est-ce là, finalement, la survivance d'une mémoire ancestrale ou d'une construction culturelle moderne? Sans preuve matérielle tangible, le Mothman reste un pont entre le folklore indigène, la mythologie mondiale ancienne et l'imaginaire contemporain. Bon, chers amis, vous connaissez ma propension à regarder les choses d'une manière spirituelle, parce que je pense vraiment que tout dans notre monde est spirituel. Donc effectivement, chapitre 3, quel lien ou différence entre le Mothman et la représentation démoniaque ou satanique? Alors, le Mothman, bien que principalement une créature issue du folklore moderne américain, fait l'objet d'interprétations liées à diverses traditions religieuses, souvent en lien avec des figures angéliques, démoniaques ou sataniques. Ces réinterprétations s'appuient sur sa nature hybride, humanoïde ailé, et son rôle d'augure de catastrophe, ce qui rapproche le Mothman de certains symboles religieux classiques. Alors, judaïsme, ange, démon et figure ambivalente. Dans le judaïsme, les êtres ailés incluent les anges, mais aussi les entités maléfiques ou intermédiaires. Mastema, par exemple, est un esprit démoniaque qui agit parfois selon la permission divine pour tester ou punir les humains, mais sans pouvoir autonome. Ce rôle complexe rappelle la dualité du Mothman, perçu à la fois comme un avertisseur et une créature inquiétante. Les anges bibliques ne correspondent pas toujours à l'image humaine familière. Ils sont décrits comme des êtres aux multiples ailes et yeux, parfois effrayants, bien plus complexes que l'imagerie populaire. Ainsi, le Mothman pourrait être interprété comme un représenté d'une entité angélique ou démoniaque, liée au jugement et à la manifestation du mal ou de l'avertissement. Christianisme, ange déchu, Satan et symbole apocalyptique. Le christianisme développe un concept du diable et des démons souvent liés aux anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu. Satan, décrit dans la Bible comme un ange déchu et séducteur des hommes, est souvent associé à l'image d'un dragon rouge dans l'Apocalypse, symbolisant le mal absolu et la tentation. Le Mothman, avec ses yeux rouges lumineux et son apparition avant des catastrophes, évoque cette figure d'augure tragique, rappelant les présages bibliques de jugement et d'apocalypse. Certaines interprétations contemporaines avancent que Mothman pourrait être un ange messager ou un démon chargé soit d'avertir, soit de provoquer la terreur. Dans l'islam, djinn est figure démoniaque. Dans la tradition islamique, outre les anges créés de lumière, il existe les djinns, des êtres faits de feu sans fumée, avec des caractères ambivalents pouvant être bons, neutres ou mauvais.
Euh, Pazuzu, des traditions mésopotamiennes, souvent citées comme inspiration des djinns, est un démon ailé avec des attributs hybrides, animaux et humains, puissants et maléfiques. Certains djinns féminins, comme la Scylla, sont décrits comme prédateurs. Dans le Coran, Iblis, donc, qui est Lucifer ou Satan, est un djinn qui défie Dieu, tentant les hommes et commandant une armée de démons. Les similitudes de Mothman avec des figures reposent sur son caractère ailé, mystérieux et parfois menaçant, ainsi que son rôle annonciateur d'épreuves, ce qui le rapproche des djinns malveillants et des esprits invisibles de l'islam. Quelles sont les perspectives dans d'autres civilisations ou croyances? Dans de nombreuses autres cultures, les entités ailées font partie des mythes fondamentaux. Donc, comme je le disais en Mésopotamie et Sumer, le royaume de Sumer, des démons hybrides ailés comme Pazuzu, qui portent une queue de scorpion et des traits humains et animaux, personnifient le chaos et la peur. Ces démons sont souvent des figures intermédiaires entre le divin et l'humain, parfois protecteurs, parfois destructeurs. En Europe, dans la mythologie chrétienne médiévale, les démons sont souvent représentés avec des ailes de chauve-souris, symbolisant leur nature pervertie par rapport aux anges célestes à ailes de plumes. Mais dans certaines autres traditions, comme celle des peuples autochtones, les êtres surnaturels ailés, bien que parfois porteurs de terreur ou de malheur, incarnent aussi des forces naturelles ou spirituelles complexes, ni totalement bonnes, ni entièrement mauvaises. Maintenant, quelle est la synthèse symbolique? Le Mothman réunit dans sa figure plusieurs archétypes religieux en réalité et mythologiques. L'ange mystérieux, le démon annonciateur, la créature hybride inquiétante. Son rôle, souvent perçu comme celui d'un messager double, porteur d'avertissement et de terreur, reflète ces traditions où les êtres zélés incarnent le contact entre le divin et l'humain, le sacré et le profane. Les yeux rouges du Mothman peuvent symboliser la vision surnaturelle et la puissance occulte, éléments traduits dans les descriptions des démons et anges dans les textes sacrés. Alors maintenant, chapitre 4. Quelles sont les preuves matérielles accumulées concernant le Mothman comparativement aux autres cryptides? Alors, l'étude des cryptides oscille entre témoignages anecdotiques, indices matériels et preuves parfois plus tangibles. En comparant les preuves accumulées concernant le Mothman aux autres cryptides célèbres tels que le Bigfoot, Sasquatch ou Dogman, on observe des différences majeures dans la nature et la robustesse des éléments disponibles. Alors, Mothman, témoignages isolés et absence de preuves physiques. Le Mothman se distingue par la quasi-absence de preuves matérielles. Tout au long des décennies, ses apparitions se limitent principalement à des témoignages oculaires, souvent dans des contextes de forte charge émotionnelle, ainsi qu'à quelques photographies floues, jugées peu fiables. Aucune empreinte, échantillon biologique ou enregistrement audio clairement identifié n'a jamais été confirmé. Cette situation fait que le Mothman dépend essentiellement de récits oraux, d'interprétations symboliques et d'une culture populaire forte, ainsi que d'un corpus probant au sens scientifique. La plupart des explications rationnelles évoquent des méprises avec de grands oiseaux nocturnes comme la grue ou le hibou, qui peuvent projeter des ombres inquiétantes et provoquer des visions horrifiantes. En somme, le Mothman apparaît davantage comme un phénomène folklorique et paranormal que comme une entité cryptozoologique disposant de preuves tangibles solides. Bigfoot, Sasquatch, traces matérielles et multidisciplinarité des preuves. En revanche, voilà, le Sasquatch, et celui qu'on appelle aussi le Bigfoot, mais il a d'autres noms dans d'autres régions du monde, comme je disais, le Mapingari, le Yowie, le Ukuamar, le Yeti, voilà. Toutes les formes qui découlent du Sasquatch bénéficient d'une accumulation plus importante de preuves physiques et scientifiques potentielles. Depuis la fin du 19e siècle, des centaines de milliers de témoignages oculaires ont été recueillis, accompagnés de la découverte d'empreintes de pas, parfois inusuellement grandes et détaillées, ainsi que beaucoup de preuves liées à des preuves organiques et permettant de recouper l'ADN. Et que certains chercheurs ont tenté d'analyser pour en extraire des caractéristiques anatomiques. Alors, ces échantillons ADN, donc ça veut dire des éléments organiques comme des échantillons de poils ou de peau, ont aussi été collectés, bien que rares et souvent non conclusifs, où les résultats n'ont jamais été donnés
rendu public après analyse. Donc, tout ce qui est autour de Sasquatch, de toute façon, est caché systématiquement. On voit bien que les forces de l'ordre, toute tentative de faire des analyses poussées, tout est mis de côté. Par ailleurs, des enregistrements sonores et vidéos restent au cœur du débat. Le célèbre film de Patterson Gremlin en 1967 et d'autres preuves qui se sont accumulées depuis, vidéos, photos, qui sont relativement bien détaillées, existent et sont souvent disponibles sur certains sites particuliers ou forums de discussion, qui représentent un ensemble de preuves visuelles iconiques, mais aussi contestées. La diversité et la persistance dans le temps de ces indices matériels donnent au Sasquatch une crédibilité relativement beaucoup plus élevée, justifiant encore une recherche zoologique rigoureuse. Le dogman, témoignages variés mais preuves physiques absentes. Le dogman cryptique que nous avions abordé lors de l'épisode 1, décrivant un humanoïde canidé, est souvent rapporté dans certaines régions des États-Unis, notamment au Midwest. Comme pour le Mothman, il souffre malheureusement d'une absence totale de preuves matérielles et vérifiables. Les témoignages, bien que parfois cohérents dans la description, créatures bipèdes, tête canine, yeux brillants, ne s'accompagnent pas d'empreintes, d'échantillons, de vidéos exploitables scientifiquement. Donc il y a un manque par rapport même au Sasquatch, il y a un manque de preuves par rapport au dogman. La figure du dogman puise aussi largement dans l'imaginaire et le folklore tiré des loups-garous. C'est ce que moi c'est quand je recoupe ce qui se passe autour du dogman, ça recoupe ce qui se passe ça recoupe la légende ancestrale du loup-garou, rendant la distinction entre le mythe et les possibles cryptides très floue. L'absence d'éléments matériels limite la portée des recherches à un niveau essentiellement anecdotique et folklorique pour le dogman. Autre cryptide, même défi de preuves matérielles. Alors, il y a d'autres cryptides que l'on va, aborder dans les épisodes futurs, mais il y a d'autres cryptides comme le chupacabra ou le yeti qui est un peu spécifique, qui n'est pas forcément du même type que le Sasquatch, sera un peu plus spécifique. La situation varie mais reste comparable. Le yeti, emblème des montagnes himalayennes, est souvent rapporté à travers des traces de pas, témoignages et photographies, mais sans spécimen ni preuve ADN solide et unanime. Donc il n'y a pas de preuves comme on peut les avoir avec le Sasquatch ou le Bigfoot. Le chupacabra, en revanche, est lié à des récits folkloriques mêlés à des observations d'animaux malades ou mutilés, sans preuve directe sur la créature elle-même. Analyse critique, rôle des preuves et limites. La différence majeure, je dirais, entre le Sasquatch et des cryptides tels que le Mothman ou le Dogman réside donc uniquement dans la nature des preuves et l'accumulation de preuves, en réalité. Le Sasquatch possède une base de preuves physiques multipliée et multidisciplinaire, même si elle reste controversée, ce qui motive encore une démarche scientifique. Comme j'en avais discuté avec un professeur de l'université du Connecticut, où j'ai fait une interview de lui, des gens utilisent leur temps personnel pour rechercher un phénomène qu'ils trouvent intéressant, avec une absence de preuves extrêmement solides qui permettent de baser une réflexion totalement logique. Toutefois, le manque de preuves qui est associé au Mothman ou au Dogman dépend presque exclusivement du témoignage humain. Et comme nous l'avons dit, comme nous l'avons échangé dans plusieurs échanges sur le chat de YouTube, la peur du noir, la peur de la nuit fait qu'on peut imaginer beaucoup de choses. Ce qui laisse place davantage à une logique d'analyse du domaine psychologique, social, culturel, voire paranormal. Ok. Donc, l'absence de preuves tangibles amène à plus de spéculation qu'une réalité basée sur des preuves tangibles. Comme on peut le voir avec le Sasquatch, il y a vraiment une accumulation de preuves très 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 importante. Cette disparité illustre la difficulté d'établir l'existence des cryptides. Les preuves matérielles sont requises pour que la cryptozoologie sorte de la simple curiosité folklorique. Sans spécimen, empreinte ou échantillon biologique fiable, ces créatures demeurent dans un entre-deux, incertain, oscillant entre folklore, mythe et hypothèses paralogiques ou paranormales ou éventuellement spirituelles.
spirituel naturellement qui touche le paranormal. En résumé, parmi les cryptides célèbres, Bigfoot Sasquatch conserve à ce jour la meilleure base matérielle justifiant des recherches continuellement renouvelées et qui amène un appétit aussi pour trouver des réponses. Tandis que le Mothman et le Dogman restent des figures emblématiques de l'imaginaire collectif, nourris par des récits spectaculaires mais dépourvus de preuves biologiques tangibles. Cette distinction guide la nature des enquêtes menées à leur sujet. On voit bien qu'il y a quelques enquêtes autour du Dogman, mais pas tant que ça. Le Mothman, c'est totalement, il n'y a aucune recherche quelconque. Et donc il y a cette dualité entre l'approche zoologique robuste ou étude des phénomènes culturels et psychologiques, ce qui tend à pousser le Mothman dans cette catégorie-là. Ok. Alors maintenant, le chapitre 5, le Mothman dans les années récentes entre 2000 et 2025. Entre 2000 et 2025, la légende du Mothman n'a cessé de s'enrichir de nouveaux témoignages, d'une popularité croissante dans la culture populaire et d'un intérêt international jamais démenti. Si Point Pleasant demeure le cœur historique de la légende, les apparitions et l'impact du Mothman se sont diversifiés géographiquement et médiatiquement, dépassant largement le cadre originel. Nouvelles apparitions et témoignages. Depuis le début des années 2000, plusieurs rapports d'observation du Mothman ont été recensés principalement aux États-Unis, mais parfois dans d'autres pays. Aux alentours de Point Pleasant, des habitants continuent de déclarer avoir aperçu des silhouettes ailées aux yeux rouges près de routes, de cours d'eau ou de zones forestières. D'autres régions ont vu émerger des témoignages similaires, notamment le Midwest américain, donc le Missouri et le Wisconsin, où des ombres volantes ou des créatures humanoïdes sont signalées lors de nuits orageuses ou suite à des événements inhabituels. Les phénomènes associés au Mothman se caractérisent toujours par la peur soudaine des témoins, une atmosphère chargée d'électricité et parfois un lien symbolique avec des catastrophes naturelles ou humaines. Internet et les réseaux sociaux ont grandement facilité la diffusion de ces récits, créant des communautés d'échange internationales et rendant la légende accessible à une audience mondiale. En 2017, un regain d'intérêt est observé suite à une vague d'observations près de Chicago. Plusieurs personnes affirment avoir vu une créature ailée planer au-dessus du centre-ville ou près des autoroutes, parfois filmée ou photographiée. Bien que l'authenticité des preuves soit vivement discutée, l'engouement médiatique relance la quête du Mothman à une échelle nationale. Maintenant, impact culturel et mondialisation du mythe. Le festival du Mothman à Point Pleasant prend de plus en plus d'ampleur, attirant chaque année des milliers de passionnés, chercheurs curieux et créateurs de contenu. Expositions, conférences, films, séries télévisées, podcasts et jeux vidéo intègrent la figure du Mothman dans des histoires allant du thriller au fantastique, contribuant à faire du cryptide une icône globale du paranormal et du mystère. Extension et adaptation internationale. Dans certains autres pays, des témoignages apparaissent concernant des figures ailées mystérieuses, souvent assimilées au Mothman ou à des équivalents locaux. En Amérique latine, en Asie ou même dans certaines régions d'Europe, des sceptiques et des passionnés essaient d'établir des liens entre la créature américaine et d'anciens mythes ou phénomènes aériens inexpliqués, alimentant ainsi le syncrétisme des croyances autour de l'entité ailée. Analyse critique et état des recherches. Sur le plan factuel, comme je le disais auparavant, aucune preuve matérielle solide n'a encore permis d'authentifier l'existence du Mothman. Les photographies vidéo et enregistrements audio restent généralement de faible qualité ou sujets à interprétation. Les chercheurs professionnels évoquent des pistes rationnelles, oiseaux, phénomènes atmosphériques, illusions d'optique combinées à des états émotionnels intenses. Tandis que la communauté paranormale ou cryptozoologique défend l'idée d'une créature encore inconnue, voire d'un phénomène multidimensionnel. Effectivement, la capacité du Mothman à survivre, se transformer et à inspirer de nouveaux récits illustre la vitalité des mythes contemporains et leur capacité à transcender les frontières géographiques et culturelles. Entre 2000 et 2025, le Mothman est devenu autant objet d'étude qu'icône de la culture pop, témoin d'un besoin collectif de mystère et d'exploration de l'inexpliqué. Donc nous avons pu voir qu'entre 2000 et 2025, la légende du Mothman a connu finalement une véritable renaissance portée par l'essor des réseaux sociaux, la multiplication des festivals et une diversification des récits autour du globe.
Même si Point Pleasant reste le centre névralgique de la culture Mothman, plusieurs nouveaux témoignages, analyses et adaptations médiatiques se sont imposés, redéfinissant son empreinte dans la cryptozoologie moderne. Donc nous avons pu voir dans ce chapitre que le Mothman évolue donc d'un phénomène régional à une figure universelle du mystère et du folklore moderne, incarnant aussi bien la peur collective du surnaturel que le désir contemporain d'explorer l'inexplicable et de questionner la réalité. Alors, chers amis, pour clôturer le préambule, voici une courte conclusion de ce que nous venons de parcourir. La légende du Mothman, telle que nous l'avons exposée, se révèle être un fascinant terrain d'enquête collective où se croisent témoignages, mythologie ancestrale et analyses contemporaines. Et malgré des décennies de récits et de débats, aucune preuve scientifique définitive ne vient confirmer l'existence matérielle du Mothman, laissant la créature dans cet espace ambigu entre culture populaire, peur de l'inconnu et questionnement rationnel. Si le Mothman intrigue autant, c'est qu'il symbolise la frontière mouvante entre le réel et le mythe, la prudence et la fascination, la mémoire collective et l'imaginaire individuel. Sa persistante présence dans les festivals, les musées, les témoignages et les œuvres de fiction montre que le besoin d'explorer l'énigme est universel et intemporel. En dernière analyse, l'étude du Mothman invite chacun à exercer avec discernement et esprit critique un regard afin de ne pas céder aux explications trop rapides ni au scepticisme absolutiste. Notre exploration doit donc toujours rester ouverte, curieuse et respectueuse de chaque perspective, qu'il s'agisse de science, de folklore ou de ressenti personnel. C'est dans cette dynamique partagée que se poursuit notre enquête cryptozoologique. Avance avec vous, pas à pas, dans l'examen des faits, des symboles, des traces et des intuitions. Le mystère n'est pas prêt d'être résolu, bien évidemment, mais il appartient à chacun d'entre nous d'en éclairer une part et d'enrichir la discussion collective. Que le Mothman soit une créature tangible ou produit de l'imagination humaine, la légende bien sûr continue et la parole vous revient pour prolonger l'investigation. Et puis nous allons passer maintenant au cas du jour. Alors chers amis, attaquons maintenant le cas numéro 1, Point Pleasant, USA, 1966. Alors le cas de Point Pleasant en Virginie occidentale est sans conteste le phénomène le plus documenté et à l'origine de la mythologie moderne du Mothman. Cette série d'événements s'est déroulée principalement entre novembre 1966 et décembre 1967, captivant l'attention des médias, des chercheurs en paranormal et naturellement du grand public. Début des apparitions et premiers témoignages. Le premier rapport connu remonte au 15 novembre 1966 lorsqu'un couple, Roger et Linda Scarberry, ainsi que deux amis aperçurent une silhouette humanoïde imposante dotée d'ailes qui aurait essayé de les poursuivre près d'un site abandonné. Autrefois utilisé pour le stockage d'explosifs militaires, ils décrivirent le Mothman comme mesurant environ 2 mètres, recouvert d'une fourrure ou d'un plumage sombre avec d'énormes yeux rouges lumineux. Ce témoignage fut immédiatement relayé aux forces de l'ordre locales, déclenchant une vague de signalements similaires. Durant les mois qui suivirent, plus de 100 témoins affirmèrent avoir observé la créature dans la région. Les descriptions, bien qu'ayant quelques variations, elles concordaient tout de même sur la taille, la forme ailée et les yeux brillants. Des enquêteurs paranormaux et journalistes commencèrent à s'intéresser à ce cas, créant une véritable hystérie médiatique locale. L'effondrement du Silver Bridge et son lien symbolique. Le 15 décembre 1967, le pont Silver Bridge, reliant Point Pleasant à Canoga, dans l'Ohio, s'effondra brusquement sous le poids de la circulation, provoquant la mort de 46 personnes. Cette tragédie marqua un tournant dans la légende du Mothman. Beaucoup de résidents et d'observateurs virent dans l'apparition du Mothman un présage, un avertissement surnaturel annonçant cette catastrophe. Cette interprétation a durablement associé le Mothman à une figure de messager apocalyptique ou d'esprit de la malchance dans la culture populaire. Après cet événement, les signalements de la créature cessèrent pratiquement, renforçant l'idée que l'entité aurait disparu suite à l'effondrement du pont. Comme si sa mission avait été accomplie de vouloir avertir de cet événement malheureux. Enquêtes et analyses diverses.
Plusieurs hypothèses furent avancées pour tenter d'expliquer scientifiquement ces témoignages. Certains chercheurs suggérèrent que le Mothman pourrait être une méprise collective attribuée à un grand oiseau tel que la grue du Canada ou le hibou grand-duc, dont les yeux rouges dans l'obscurité et la silhouette particulière auraient engendré des hallucinations ou des interprétations erronées. D'autres théories évoquent des phénomènes paranormaux, des entités extraterrestres, voire des manifestations d'anges ou de démons. John Keel, journaliste et ufologue, apporta une dimension nouvelle en publiant en 1975 le livre The Mothman Prophecies, qui reliait le Mothman non seulement à Point Pleasant, mais aussi à une série d'événements mystérieux et inexpliqués, présageant des accidents et catastrophes, ce qui amplifia le caractère mythique et mystique de la créature. Impact culturel et postérité. Le cas de Point Pleasant donna naissance à une industrie culturelle locale et nationale. La ville abrite dorénavant un musée dédié au Mothman. Et chaque année, en septembre, se tient un festival qui attire des milliers de visiteurs passionnés par le paranormal et les légendes urbaines. Cette histoire continue d'inspirer des films, des séries, des documentaires et œuvres littéraires où le Mothman est présenté tantôt comme une créature cryptozoologique, tantôt comme une force surnaturelle, révélant le lien entre le monde physique et l'au-delà. En conclusion, le cas de Point Pleasant reste une énigme mêlant témoignages humains, événements tragiques et interprétations culturelles. Il illustre parfaitement comment un phénomène local apparemment inexplicable peut devenir un mythe puissant, traversant les décennies et inspirant enquêteurs, croyants et sceptiques. Qu'il s'agisse d'un animal méconnu, d'un phénomène paranormal ou d'un simple effet psychosocial collectif, le Mothman de Point Pleasant demeure aujourd'hui une icône indissociable de la fascination mondiale pour le mystère. Le cas de Point Pleasant en Virginie occidentale est le plus célèbre et fondateur de la légende du Mothman. Alors maintenant, chers amis, nous allons attaquer le cas numéro 2, le Mothman chilien, donc au Chili, dans les années 2000. Le cas du Mothman chilien apparaît comme une extension contemporaine de la légende du Mothman originellement célèbre aux États-Unis, comme nous l'avons vu dans le cas numéro 1, mais avec des particularités propres à la culture et à l'environnement chilien. Bien que cette histoire soit moins connue et documentée que celle de Point Pleasant aux États-Unis, elle suscite un intérêt croissant parmi les chercheurs de phénomènes paranormaux et les amateurs de cryptozoologie. Alors, contexte et premières observations. Dans les années 2000, plusieurs témoins répartis dans différentes régions montagneuses et rurales du Chili ont rapporté avoir aperçu une créature ailée, étrange, souvent décrite comme une silhouette sombre, gigantesque, dotée de grands yeux rouges, brillants, perchée parfois sur des falaises ou flottant silencieusement dans le ciel nocturne. Ces observations ont été principalement enregistrées par des habitants locaux, des gardes forestiers et des randonneurs qui évoluaient dans des zones peu peuplées et peu accessibles où l'éclairage est faible et la visibilité limitée. Ce phénomène semble correspondre à une figure spectrale ou à un être mystérieux associé à des phénomènes atmosphériques inhabituels tels que les orages, la foudre ou les vents violents, qui sont fréquents dans les régions aux conditions météorologiques extrêmes. La nature de la créature varie selon les témoignages. Certains la décrivent comme un gigantesque oiseau noir avec des ailes déployées, d'autres comme une silhouette humanoïde ailée dont la taille dépasse les 2 mètres. Caractéristiques et descriptions. Les témoins évoquent une créature au corps sombre ou noir, avec des yeux rouges luminescents, qui apparaissent souvent dans l'obscurité ou dans des conditions de faible luminosité. La créature semble capable de voler silencieusement, parfois à grande vitesse, dans des zones montagneuses difficiles d'accès. Les descriptions de sa morphologie suggèrent une apparence hybride entre un oiseau de grande taille et une figure humaine ailée, ce qui rappelle dans une certaine mesure la légende du Mothman de Point Pleasant, mais aussi d'autres mythes d'oiseaux ou d'esprits ailés présents dans différentes cultures autochtones du continent américain. Interprétation et explication. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce phénomène chilien. La première reste une méprise ou une hallucination collective alimentée par l'imaginaire collectif autour des créatures volantes et des présages de malheur. La présence de phénomènes météorologiques extrêmes pourrait aussi accentuer l'aspect spectral de la créature, surtout si l'on considère la difficulté de distinguer un véritable animal d'un phénomène atmosphérique ou optique.
Certains chercheurs évoquent aussi la possibilité d'une manifestation paranormale ou d'un esprit lié à des croyances indigènes ou anciennes où les figures zélées jouent souvent un rôle de messager ou d'avertisseur. Impact culturel et conclusion. Ce phénomène n'a pas encore généré une industrie touristique ou culturelle aussi développée que le festival du Mothman à Point Pleasant, mais il alimente une certaine curiosité parmi les amateurs de folklore sud-américain. La légende du Mothman chilien pourrait à terme devenir un savant local ou régional enrichissant le corpus des mythes sur des créatures mystérieuses. En définitive, le cas du Mothman chilien illustre la persistance d'un archétype universel. Cette figure ailée et mystérieuse, souvent associée à la crainte et à la prémonition, trouve des échos dans de nombreuses cultures, s'adaptant à chaque environnement et contexte socio-culturel. Sa nature exacte reste encore à explorer, oscillant entre phénomènes naturels, hallucinations ou phénomènes paranormaux non expliqués. Bon, maintenant, chers amis, finissons avec le cas numéro 3. Autres apparitions dans le Midwest américain, Missouri et Wisconsin. L'histoire concernant les apparitions du Mothman dans le Midwest américain, notamment dans les États du Missouri et du Wisconsin. Alors le Midwest, c'est vraiment les États qui sont dans le centre des États-Unis. En fait, ces apparitions constituent une extension moderne et régionale de la légende originelle née en Virginie occidentale. Ces cas, bien que moins médiatisés que le phénomène de Point Pleasant, continuent à nourrir l'aura mystérieuse du Mothman, tout en se mélangeant parfois avec d'autres légendes locales, comme celle du Dogman. Contexte et première apparition. Depuis les années 1990, des témoins dans plusieurs comtés du Missouri, en particulier près de bases militaires ou dans des zones boisées, ont rapporté des observations de créatures ailées ressemblant au Mothman. Ces apparitions suivent souvent un schéma similaire: silhouettes sombres, grandes ailes déployées, yeux rouges ou brillants, et comportements mystérieux comme des vols silencieux à basses altitudes pendant la nuit. Au Wisconsin, surtout dans les régions rurales et forestières, des signalements d'êtres humanoïdes bestiaux, parfois décrits comme des créatures canines, bipèdes, ont été rapportés. Certains chercheurs et témoins mêlent parfois des récits au Mothman, ainsi que d'autres y voient une catégorie distincte, celle du Dogman, donc le cryptide, donc à tête de chien. Description des témoignages. Les témoignages du Midwest, malgré leur diversité, partagent des éléments communs avec la légende du Mothman classique. Taille imposante, aspect menaçant ou inquiétant, vol furtif et yeux lumineux très visibles dans la pénombre. Dans certains cas, la créature est décrite comme émettant des cris perçants ou des sons étranges. Les témoins sont souvent des automobilistes ou des promeneurs nocturnes surpris par la rencontre de ces entités dans des endroits isolés. Les récits incluent également des observations plus spécifiques, telles qu'une capacité d'esquiver rapidement les véhicules, une présence prolongée au sol avant le décollage, ou un lien symbolique avec des événements ou ressentis de malaise et de peur inexplicables. Théorie explicative. Ces apparitions régionales sont souvent abordées sous deux angles. D'un côté, des explications rationnelles penchent pour des visions d'animaux nocturnes, rapaces ou grands mammifères, accentuées par l'obscurité et la peur. De l'autre, les partisans du paranormal y voient une manifestation concrète du Mothman ou des entités similaires agissant comme des messagers ou des présages d'événements catastrophiques. Les récits mêlant le Mothman et le Dogman attestent ainsi d'une porosité entre légendes humaines et folklore cryptozoologique où différents archétypes se superposent. Par exemple, le Dogman est souvent associé à des légendes de loups-garous ou de créatures hybrides, ce qui complexifie la classification de ces observations. Impact et héritage culturel. Même si ces cas du Midwest n'ont pas engendré d'événements culturels majeurs comparables au festival de Point Pleasant, ils continuent à maintenir vive la légende du Mothman et alimentent l'intérêt des enquêteurs, cryptozoologues et amateurs de mystères dans cette région étendue. Ces apparitions démontrent comment la figure du Mothman s'adapte et évolue suivant les territoires et les époques, devenant un symbole récurrent des peurs humaines liées à l'inconnu et au potentiel danger caché dans les lieux reculés. Donc pour finir, je dirais que
Les témoignages du Missouri et du Wisconsin révèlent un volet contemporain et régional du phénomène Mothman, enrichissant la légende d'éléments variés et parfois confondus avec d'autres cryptides. Ils illustrent également la continuité d'un archétype mythique d'entité ailée, inquiétante, persistante dans la conscience collective américaine et au-delà, portée par les récits humains et la fascination pour ce que la nature ou le surnaturel pourrait cacher. Alors, chers amis, avant d'attaquer la conclusion finale, moi je vais donner mon impression. Mon impression, c'est que c'est exactement ce que nous disait Thierry Carton, qui nous disait que la nuit, exposée à un environnement relativement sombre, hostile, qui semble paraître hostile pour l'humain de par son expérience dans un passé lointain, peut faire générer des idées, des visions. Et pour moi personnellement, avec l'absence de preuves, et je garde toujours une approche plutôt analytique et scientifique, pour moi ça n'a aucun sens. Et puis, connaissant la culture américaine, en général, des choses que l'on ne comprend pas, on leur tire dessus, quoi. Donc, et là, on ne mentionne aucune tentative de vouloir shooter l'animal ou shooter l'entité. Et puis, bon, parce que des cas d'agression aux armes à feu sur des Sasquatch ou des Bigfoot, c'est tout le temps relaté. Et là, sur des dizaines d'années, personne n'a essayé de tirer sur cette entité qu'on appelle le Mothman. Pour X raisons, moi je n'y crois absolument pas. Mais après, peut-être que c'est moi qui suis trop réfractaire à ce genre de phénomène. Alors, pour la conclusion finale, au terme de cette plongée fascinante dans l'univers du Mothman, une chose demeure certaine. Cette créature ailée occupe une place à la fois inquiétante et captivante dans le folklore contemporain, alimenté par des témoignages multiples, des légendes anciennes et un débat toujours renouvelé entre science, croyance et imagination. Les différentes apparitions, des débuts tragiques de Point Pleasant au récit chilien, sans oublier les histoires du Midwest américain, montrent à quel point le Mothman dépasse les frontières, tant géographiques que culturelles, pour devenir un symbole universel du mystère et de l'inexpliqué. Face à l'absence persistante de preuves physiques, ce qui est tout mon problème, personnellement, le Mothman reste avant tout une énigme collective, incarnant nos peurs, nos interrogations sur l'inconnu et notre besoin de donner du sens aux événements hors normes. Le cerveau archaïque des humains fait que on essaye de tout translater avec une image, une compréhension logique des choses qui sont parfois peut-être juste le fruit de notre imagination. Toutes les analyses menées ici, des perspectives folkloriques, aux comparaisons religieuses et mythologiques, démontrent l'importance d'aborder ce sujet avec discernement critique, mais aussi ouverture d'esprit. C'est pourquoi, chers amis, la parole vous est solennellement donnée. Après avoir visionné cet épisode, partagez vos réflexions, vos expériences et vos arguments dans les commentaires. Moi, je dis clairement que je n'y crois pas. Selon vous, j'avais donné la même approche sur le Dogman, en disant que moi, personnellement, je n'y croyais pas. Selon vous, donc, le Mothman est-il une créature bien réelle, un phénomène naturel encore, ou une pure construction de nos imaginaires collectifs? Quels éléments vous ont convaincu ou au contraire plongé dans le doute? Dites-moi. Moi, je dis clairement, c'est l'absence de preuves qui me pose problème, personnellement. Et l'absence de, en fait, comme je le disais, l'absence de commentaires sur le fait d'avoir essayé de tirer sur l'entité me semble étrange, surtout aux États-Unis. Et surtout la multiplicité des gens qui ont des armes à feu. Donc votre participation pour moi est essentielle, elle permet à chacun de confronter ses idées et d'aborder des éclairages inédits, de poursuivre cette enquête basée sur le dialogue, la curiosité et l'esprit critique. Ce sont vos avis, vos discussions et vos analyses qui feront avancer la recherche et donneront tout un sens à ce projet partagé, non monétisé. Encore une fois, je ne monétise pas YouTube et je l'utilise uniquement comme un outil de partage. Donc, la quête du Mothman continue entre ombre et lumière, mythe et réalité possible. Ensemble, construisons ou défaisons la légende. À vous la parole. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et marche avec vous. Et puis je vous retrouve dans 2 semaines. La semaine prochaine, je vais m'occuper un petit peu de contenu en anglais.
Donc on se retrouvera dans 2 semaines pour un épisode de Missing 411 Sasquatch, épisode 16.